Bonjour William, donc aujourd'hui je suis content de t'accueillir pour discuter un petit peu de créationnisme et d'évolution. Je sais que Ouais, tu es très actif sur Quora, sur les réseaux sociaux, comme disait sur Chill dans les aéroports, sur les montagnes et pas un peu partout pour combattre l'évolutionnisme. C'est quelque chose qui me ouais, tient beaucoup à cœur. Et ouais. je voudrais que tu nous dises un petit peu, partager avec avec nos auditeurs qui peut-être ne se sont pas encore intéressés à ce message-là, à cette partie du débat, création-évolution, qui se contente du Nouveau Testament. Pourquoi ce débat création-évolution, il est important? Pourquoi toi, c'est quelque chose qui t'anime tous les jours? Eh bien, pour ça, faut qu'on parle de ma conversion. Moi, c'est vraiment le créationniste qui m'a convaincu de me convertir au christianisme. Je suis quelqu'un qui est très, très cartésien. Fait que pour moi, la question création-évolution, fallait que j'ai des réponses, que je ne pouvais pas croire sans avoir des réponses. Comme par exemple, sur la notion de la souffrance, de la mort avant le péché d'Adam et Ève. Si Dieu dit que sa création est bonne, mais qu'il y a de la mort, des souffrances pendant des millions d'années, je pouvais pas concilier un Dieu qui permet des millions d'années de souffrance animale, tout ça pour aucune raison, pour qu'au final, l'homme arrive sur Terre qui aurait désobéi à son créateur, puis que Dieu le renvoie dans un corps de singe, ça n'aurait pas de sens. Pour moi, la question évolution, ça a été, je crois, un blocage au niveau de ma foi. Il y a des gens qui l'acceptent. Mais d'après moi, ces gens-là ne se posent pas les bonnes questions, ou je crois qu'ils. C'est un peu comme un cheval de Troie. Tu l'acceptes, ça te dérange pas, tu te dis que ça peut être compatible, mais lorsque tu te poses les bonnes questions, tu te rends compte que la question création-évolution est fondamentalement incompatible avec la méthode biblique. Là, on ne sait plus qu'est-ce qu'il y a un jour. On ne sait plus qu'est-ce qui est. Ça redéfinit même. La théorie de l'évolution redéfinit même la définition du mot mort. Pourquoi? Je veux dire, pourquoi Jésus aurait été envoyé sur Terre pour nous sauver de quoi, au final? Alors, je crois qu'il a essayé d'insérer des milliards d'années, de la souffrance, de l'évolution. Ça nuit, je crois, euh, au message salvateur de Jésus-Christ. Je veux dire, parle du rachat des péchés. Je veux dire, j'ai la misère à imaginer que pendant, comme je t'ai dit, des millions d'années, ils permettent la mort, puis qu'après, ils viennent sur Terre pour nous sauver de quoi? Parce que là, si Genèse, en tout cas, moi, c'est ce que je te dis que j'interprète. Les gens me disaient que Genèse était un poème historique. Mais le poème, il s'arrête où? Je veux dire, si le déluge est local, pourquoi est-ce que, pourquoi est-ce que Noé aurait attendu 120 ans avant de construire il aurait pris 120 ans pour construire une arche, tandis qu'il y avait juste à déménager un pays plus loin, tu sais, là. Mais les gens ne se posent pas les questions, puis je trouve que ça fait. Les chrétiens croient en l'évolution, passent un peu pour bête. Je m'excuse le terme, là, mais en tout cas, moi, c'est ce que les évolutionnistes me disent souvent. C'est un véritable cheval de Troie. Puis là, ben, depuis, j'en reviens à ta question. Pourquoi je suis si actif aujourd'hui? Ben, j'étudie la biologie, j'étudie les mutations génétiques, j'étudie les formes, les candidats de formes intermédiaires que les évolutionnistes nous brandissent comme des preuves irréfutables. Mais quand tu étudies, tu te rends compte que la variation génétique, oui, mais il n'y a pas de mécanisme d'ajout d'information. C'est c'est là que moi je rentre en scène, c'est que moi je suis quelqu'un qui va aller, tu sais, comme toi, Tony, tu es quelqu'un qui va rester sur qu'est-ce que la vérité, faire ton ministère. Et moi, je suis quelqu'un qui va aller foutre, je m'excuse mon terme, foutre un coup de pied dans le nid d'abeille. Je vais aller directement sur des vidéos anti-créationnistes. Je vais débattre avec, ça peut être des paléontologues. Je pense que toi et moi, on a déjà débattu avec deux biologistes, un paléontologue. Alors, on connaît pas mal tous les arguments évolutionnistes. On n'est pas chacun de notre côté à dire, tu sais, à affirmer des choses parce qu'on est quand même honnête, on est capable de faire preuve d'honnêteté intellectuelle, puis de débattre, puis de comprendre aussi leurs arguments de leur côté. C'est important aussi de voir leur vision des choses. Mais on s'est rendu compte que
Tu sais, je suis pas biologiste, mais pourtant, j'arrive à débattre avec des biologistes, puis ils même ne savent pas comment marche l'évolution. Puis pourtant, ces mêmes biologistes-là répètent sans cesse une autre preuve de l'évolution par-ci, preuve de l'évolution par-là. Mais lorsque tu te concentres, que tu prends la peine d'étudier un peu les preuves qu'ils t'apportent, tu te rends compte que c'est pas du tout. En fait, la notion d'évolution, c'est plus une question d'interprétation personnelle. C'est-à-dire, nous, on n'a pas la même définition du mot évolution qu'un évolutionniste. Nous, on va avoir une variation de Beck, les personnes de Darwin, mais l'évolutionniste va avoir de l'évolution. Et c'est là que le piège peut être, insidieux, en fait. Là. Ça peut être pernicieux à ce niveau-là. Là, parce que après, on peut appeler tout évolution. Il y a de l'évolution, oui, mais pas dans le terme du néo-darwinisme. Oui, c'est intéressant que tu as attaqué dans le dur en, en signalant le cheval de Troie, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on accepte assez facilement, l'évolution dans la Bible et les milliards d'années, parce qu'on se dit que ça n'attaque pas directement la croix, mais c'est vrai que ça s'attaque aux fondations de la croix, et quand les fondations sont détruites, eh bien la croix s'effondre elle-même. Mais donc c'est vrai qu'on a beaucoup de témoignages de gens qui perdent la foi pour des questions de toutes bêtes, hein, comme les dinosaures qui auraient disparu il y a 65 millions d'années. Et à un moment donné, on se dit, mais zut, il y a incohérence. Et si la Bible a tort sur les origines, et notamment sur les origines du Oui. problème de l'humanité, qui serait le fait qu'Adam et Ève ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que c'est ça qui est censé amener la mort dans le monde, et Jésus, effectivement, est censé enlever la mort dans le monde de par son sacrifice à la croix. Mais c'est vrai que si toute cette partie origine, elle est fausse, eh bien le reste est faux aussi, puisque le péché n'a, la mort est indépendante du péché, elle existait avant le péché d'Adam et Ève. Et donc c'est vrai que ça casse complètement la cohérence biblique. Et donc c'est intéressant que toi tu as fouillé tout ça, notamment avec le déluge, hein, qui est décrit comme étant Ouais. mondial, et il y a beaucoup de raisons de penser Mais qu'il était mondial. je connaissais pas comme, tu sais, comme tout le monde, je partageais un peu une vision. Pour moi, les créationnistes, c'était des fous. C'était des fanatiques, des gens qui n'aiment pas la science, des gens qui se fourvoient dans des illusions. Je pense qu'il y a une Ça, c'est mon point ignorance, de vue. il y a une grosse ignorance de ce que c'est en fait. Ouais. Et les gens, Mais voilà, tu sais, ils on rejettent ce associe qu'ils souvent connaissent pas. l'athéisme, mais parce on associe souvent l'athéisme avec la science. Et Oui. si tu es athée, tu es considéré comme étant intelligent, sensé et scientifiquement du bon côté. Moi, il faut savoir que lorsque j'ai découvert le modèle créationniste, j'étais pas convaincu. J'avais des gros doutes. Fait que, en esprit cartésien que je suis, j'ai fouillé, j'ai fait de la recherche, j'ai regardé des deux côtés, là. J'ai pas juste lu des articles créationnistes, j'ai lu autant d'articles évolutionnistes que d'articles créationnistes. Je voulais vraiment voir les deux côtés de la médaille. Qu'est-ce que les créationnistes disaient et qu'est-ce que les évolutionnistes ont à dire pour l'autre défense? C'est important d'aller voir les deux côtés. Il faut pas avoir peur de se salir les mains. Mais il y en a qui regardent juste le côté de la médaille. Et ce qui est pas bon, parce qu'après ça, tu n'as pas les arguments, les autres arguments. Alors, Oui. je te dirais que Faut donner ce la qui a chance aux vraiment, deux modèles. ouais, moi, ce qui a vraiment, vraiment fortifié ma foi, qui m'a fait un déclic, c'est que au fur et à mesure de mes discussions avec les évolutionnistes, et je parle pas d'un athéisme, je parle vraiment d'évolutionnistes d'autorité scientifique, des biologistes, des paléontologues. On s'est rendu compte, moi, par Tony, à travers nos discussions, que personne qui sait comment fonctionne l'évolution. En fait, ils parlent de choses qu'ils ne connaissent pas. Je parlais la dernière fois, par exemple, la duplication de gènes. Les évolutionnistes disent que c'est un mécanisme fondamental de l'évolution, mais on se rend compte que la duplication de gènes, à part les duplications négatives, les maladies héréditaires, dans des très rares cas, ça, ça, ça n'apporte pas de gain. On se rend compte que c'est encore méconnu. C'est pareil pour l'imitation. Lorsqu'on regarde l'imitation génétique, on se rend compte qu'on accumule des imitations génération après génération. On parle de peu près de ça. Et c'est encore pire avec tous les pesticides, les produits chimiques qu'on met dans la nourriture. Ben, je crois, je ne suis pas, je suis pas généticien, mais je veux dire, c'est facile de comprendre que les mutations s'accélèrent de plus en plus après les générations parce qu'on avait un taux de mutation génétique un petit peu moins élevé, mais quand même, on avait quand même une centaine, on est quand même, on peut mettre minimum là, une centaine de mutations par génération, ce qui est énorme.
n'y a pas de mutation bénéfique. Et là, je voudrais citer John Stanford, en fait. C'est un biologiste américain qui était un athée. Et il était un athée convaincu. En étudiant la théorie de l'évolution, il s'est rendu compte que l'empereur est nu, hein, comme il l'a dit si bien comme il l'a dit si bien dans son livre. Il s'est rendu compte que l'évolution ne fonctionne pas. Les mutations génétiques n'apportent pas de nouvelles informations, elles dégradent le génome. Les mutations génétiques peuvent être bénéfiques, mais dans un sens strict du mot. En fait, tu me sortais un exemple d'une libellule qui parlait de ses œufs. J'aimais beaucoup cet exemple-là. Il y a des mutations que, par exemple, une libellule qui perd son code génétique pour les ailes, par exemple, la libellule perd ses ailes sur une île venteuse, ça peut paraître bénéfique, mais dès que le vent va avoir tombé, ben, cette libellule qui n'a plus ses ailes va être vulnérable. Elle ne pourra plus récupérer le code génétique de ses ailes. Tout ça pour dire que c'est ça. Là, après, je crois que c'est ton modèle tracking qui embarque ou avec la sélection naturelle, parce que là, il existe, je Alors, crois, deux oui, explications avant qu'on officielles. arrive dans ce modèle CET, Continuous Environmental Tracking, tu parlais d'évolution et c'est vrai que c'est un terme qui est en même temps très très vague parce que évolution, ça voudrait dire changement et c'est vrai qu'on est tous d'accord avec le changement, que les créatures puissent varier dans une certaine mesure, tout le monde est d'accord. La question, c'est Oui, quel type de changement il faut pour l'évolution. Et là, c'est vraiment des changements vers le haut, partir d'une vie monocellulaire pour arriver à une vie aussi complexe que l'être humain, et sachant qu'on ne oui, trouve pas de vie à 2 cellules, à 3 cellules, à 4 cellules. Et donc ça. il faut trouver un mécanisme pour vraiment partir du vide OK. à partir à beaucoup de Ouais, choses, quoi. ouais, Et il faut écrire ces nouveaux gènes. Donc effectivement, dans l'évolution, on n'a pas ça. On a de la ouais, variation, on a de l'adaptation, mais ça, c'est ouais, c'est- des changements, c'est des variations qui se font à l'intérieur du pôle ouais, génétique et avec le système de euh, contrôle épigénétique. ouais, Et donc tout ça, c'est des changements qui ont une limite et qui ne permettent pas de passer c'est ça. d'un poisson à un amphibien ou d'un amphibien à un Ouais, mammifère. Et donc voilà, il y a des variations, mais nous, qu'on va plutôt expliquer avec le modèle CET dont on va parler. Et il faut bien noter que effectivement, l'évolution, c'est un terme très vague et qu'il n'y a pas de vraie substance derrière, il n'y a pas vraiment de science, parce que c'est plus un modèle historique qu'un modèle scientifique. On parle du passé, on parle de ouais, choses qui ne sont pas reproduites en laboratoire. ouais, Et les évolutionnistes nous disent, hein, d'ailleurs, se contredisent parfois en nous disant que on ne peut pas voir l'évolution aujourd'hui parce que elle se fait trop lentement. Mais quand on leur dit, bah, c'est de la foi. dans ce cas-là, montrez-nous l'évolution dans le registre fossile, ils nous disent, non, 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 en fait, dans le passé, l'évolution s'est produite trop rapidement, et c'est pour ça qu'on ne peut pas avoir des fossiles de transition. Et on parlait, nous, Je voudrais, des débats auxquels on a participé. Il faut faire attention parce que les évolutionnistes changent beaucoup, beaucoup d'argumentation. Ils passent d'un cheval à l'autre. c'est énormément, ouais. Et donc, les choses qu'ils disaient il y a 10 ans, ils ne le disent plus aujourd'hui, quoi. Je voudrais donner un exemple. Tu disais que, justement, souvent, ils parlent de choses qu'ils ne connaissent pas, comme par exemple, c'est vrai que le créationniste reconnaît qu'il y a de l'évolution, mais comme tu as dit, elle est descendante. On a le transfert de gènes horizontal. Transfert des gènes, il n'y a pas d'information qui a été créée, c'est seulement un transfert d'une information génétique déjà existante au niveau des bactéries. Sinon, on a la recombinaison génétique. Mais c'est quoi la recombinaison génétique? C'est juste des morceaux d'ADN. C'est juste lorsque deux parents font un enfant, c'est l'information de génétique des deux côtés qui vont être combinées, en fait, mais il n'y a pas de nouvelle information. Puis en plus, ce procédé-là va avec une perte d'information. Tu ne peux pas avoir, mettons, les deux groupes sanguins des deux parents, c'est impossible. Tu vas avoir un groupe sanguin, mais tu vas perdre l'information génétique du groupe sanguin numéro 2. Euh, ensuite, la duplication de gènes, je l'ai parlé un petit peu tantôt, mais c'est tellement des choses générales, mais comme je vous dis, c'est de l'information, le monde du vivant, l'évolution, comme il dit, c'est seulement le changement de l'information déjà existante. On peut avoir des changements d'allèles dans la génétique, mais encore là, c'est des mutations qui sont aléatoires et elles n'ajoutent pas, elles ne créent pas d'information. Elle peut ajouter, mais c'est de l'information déjà existante. Mais là, il y a un problème, c'est que tout ça souffre d'un problème, c'est la régression infinie. Si on est capable de copier un gène, ce gène-là, il a copié quel gène au commencement? Quel a été le premier gène? Et
on nie pas qu'il y a de l'évolution, comme Anthony l'a dit, mais tous les mécanismes d'évolution ne créent aucune information. Elle travaille seulement avec de l'information génétique déjà existante, que ce soit dans le transfert de gènes horizontal, dans l'imitation génétique. L'imitation génétique, c'est quoi? C'est une réorganisation des informations génétiques déjà existantes. OK? Par exemple, j'ai une série de A, B, C, D. OK? Je peux changer en B, C, A, D, mais je peux pas mettre, je peux pas rajouter la lettre Z. Il n'y a pas de mécanisme. Il existe le mécanisme d'ajout. Oui, on peut ajouter de l'information avec de l'information déjà existante, mais il n'y a pas de création de nouvelles informations. Et John Stanford en parlait dans son livre, ça s'appelle L'action primaire. C'est une foi en des mécanismes qui peut-être peuvent mener à des mutations positives au fil du temps. Mais à quoi ça repose sur quoi? Sur de la foi. C'est de la foi de croire ça parce qu'il n'y a aucune mutation bénéfique. Et si elle l'est, parce que tu sais, on peut parler des virus, mais là, les virus, c'est un autre sujet, mais je peux quand même glisser un mot. Les virus, par exemple, comme Anthony l'a dit l'autre fois, le virus va puiser dans son génome pour se renforcer, il va désactiver certains ribosomes pour être moins sensible à certains vaccins, par exemple. Et là, on parle d'une perte d'information, parce qu'il faut qu'il désactive un ribosome, ça peut être une protéine, ça peut être n'importe quoi. Mais le virus, il ne devient pas de plus en plus résistant. Comme tu me sortis un exemple, Anthony, sur ton. C'est très, très intéressant. Tu parlais de défenseur d'un château qui détruit le pont dans lequel les assaillants essayent de rentrer. Et à première vue, ça peut sembler positif parce que les assaillants ne pourront pas conquérir le château. Mais les défendeurs vont se nourrir de quoi? Peut-être que pour un temps, ça peut aller, mais après ça, ils vont vivre de quoi? Ils vont mourir de faim. Et Ça, le c'était virus, c'est pareil. l'exemple du docteur Michael Behe, qui est connu pour la complexité irréductible et le dessin intelligent. Donc, qui n'est pas forcément dans le camp des créationnistes, mais qui avance des arguments comme quoi il y a du design, et effectivement, quand il y a une guerre, si un défenseur il va détruire un pont pour que les assaillants ne peuvent pas progresser, eh bien c'est vrai que le fait d'avoir détruit un pont, c'est un avantage, parce que ça nous défend, mais c'est aussi un désavantage pour la suite. Et il donnait aussi l'exemple, je crois, d'une personne qui est en fauteuil roulant et qui ne va pas faire son jogging le matin, et qui donc ne prend pas le risque de se faire renverser par une voiture, mais elle a aussi ce désavantage de ne pas pouvoir forcément aller faire ce jogging. Donc Ouais. souvent, c'est les avantages qui sont notés quand on parle de bénéfices. En fait, c'est un bénéfice un peu à double tranchant, quoi. Et c'est pas du tout ce qu'on imagine nous quand on dit qu'il faut passer d'un microbe à un microbiologiste. Ouais, exactement. D'ailleurs, petite précision, la grippe espagnole, les évolutionnistes prédisaient que les virus à l'espagnol allaient devenir plus meurtriers, encore beaucoup plus résistants. Puis finalement, ce qui s'est passé, des mauvaises réplications, puis finalement, ça a été, la grippe espagnole a fini par disparaître à force de sélection, de mutation. Puis c'est pas moi qui l'invente, là. Même les évolutionnistes disent que oui, ils reconnaissent qu'il y a une érodation du génome. Euh, Là, je parle pas de la tête du génome, mais je parle vraiment d'une érodation de l'information génétique. Mais encore là, j'ai un peu l'impression que c'est un peu la question tabou, les mutations, tout ça. Parce que Bah, parce qu'en fait, de dire quoi? c'est évoqué comme quoi ce serait l'un des ingrédients qui permet l'évolution, alors Ouais, que, effectivement, comme toi tu parles de l'entropie génétique du docteur John Sanford, hein, dont on recommande de lire le livre, euh, ça montre que les génomes se dégradent au fil du temps, un peu comme l'information. Hein, quand on se donne l'information dans l'oreille, là, on appelle ça le téléphone arabe ici. À un moment donné, l'information elle se dégrade, et quand l'information se dégrade, eh bien, on a des bugs, on a des maladies génétiques. Et donc, oui, c'est vrai oui, qu'utiliser un mécanisme qui détériore le génome pour essayer d'expliquer une évolution qui a amélioré un être vivant, qui lui a permis de créer un bras, créer des yeux, créer des choses comme ça semble vraiment pas du tout le bon ingrédient. Et tout à l'heure, tu parlais des mutations qui faisaient perdre les ailes d'un coléoptère sur une île venteuse. Et oui, sur une île venteuse, c'était intéressant de ne pas avoir d'ailes, mais c'est vrai que de plus en plus, on se rend compte que même ces arguments-là qui étaient évoqués, eh bien parfois, c'est même pas des mutations qui sont en cause, c'est plutôt le c'est système de contrôle. l'épigénétique. Voilà. Où Ouais, en fait on va activer. J'avais trouvé une analogie qui était vraiment sympa pour essayer d'expliquer le système de contrôle épigénétique. C'était l'analogie du le piano. mou. Donc on a les touches du clavier qui sont les gènes, mais en fait ce qui fait qu'une personne, un être est comme il est, c'est
c'est la partition musicale, c'est la façon dont le musicien va toucher les touches du clavier, dans quel ordre. C'est ça qui fait la partition et qui fait l'être vivant, c'est pas tellement les gènes. On peut avoir les Ouais. gènes, mais derrière, il faut qu'on a cette partition. Et donc, s'il doit y avoir une évolution, l'évolution, elle n'est pas tellement dans les gènes, elle est plutôt dans la façon de toucher ces gènes, quoi. Ouais. Mais il faut savoir aussi que, parce que tu dis que c'est surtout le tracking épigénétique, le système que tu viens de me parler, hein. Il faut savoir aussi que les mutations génétiques, par exemple, imaginons que ton modèle soit le bon, parce qu'il sert vraiment pour proposer un excellent modèle que je préfère au modèle traditionnel, qui dit que c'est que l'environnement agirait comme un moule. C'est vraiment l'animal, en fait, qui va activer ses switches internes génétiques. Comme par exemple, tu me sortis l'exemple d'un poisson qui retrouve ses yeux dans une grotte. On ne parle pas d'évolution, mais on parle d'une information qui est déjà intégrée. C'est comme des switches, tu peux allumer. Dès qu'il y a un changement d'environnement, ben, sur quelques générations, tu peux retrouver les yeux pour que tu puisses. Voilà. Tout ça, j'ai vraiment. Là, on rentre dans le modèle CET, et c'est Ouais. intéressant que tu as nommé, Mais, as mentionné le côté environnement qui moule l'animal. ouais, Donc ça, c'est la vision externaliste darwinienne. C'est l'environnement qui va façonner en quelque sorte l'animal, alors que ouais, dans la vision qui existait avant Darwin et dans celle que nous on promeut aujourd'hui avec ICR.org, Institute of Christian Research, c'est plutôt un retour à une perspective internaliste, c'est-à-dire que les changements viennent de l'intérieur. ouais, Les animaux sont équipés de mécanismes pour varier en cas de besoin. ouais. Et, Mais dans et tous là, les cas, mais dans dans, le cas du poisson cavernicole, et on se disait les poissons tétrois, et on disait qu'il avait perdu les yeux dans une évolution descendante ou à cause d'une mutation, alors qu'en fait, il a plutôt remplacé ses yeux par un autre système sensoriel très poussé pour la version des poissons qui sont en profondeur et qui ont besoin d'un autre système sensoriel dans la pénombre, enfin dans les endroits sombres pour pouvoir vivre dans des endroits sombres, alors que ces mêmes poissons en surface, ils n'ont pas besoin des mêmes caractéristiques, et eux, ils vont avoir des yeux classiques. Mais finalement, on voit que ce n'est pas des mutations qui expliquent cette variation entre les non, poissons avec des yeux et ceux qui ont sans yeux, c'est ça. c'est plutôt des mécanismes génétiques qui font qu'à un moment donné, on va Ouais, utiliser telle panoplie, et à un moment donné, on utilise une autre panoplie, et c'est là où on ouais. voit que cette espèce de paradigme sélection naturelle plus mutation génétique, ça ne correspond pas du tout à la réalité, quoi. Ouais, mais il faut comprendre aussi que les mutations génétiques vont endommager le système épigénétique. L'entropie génétique se fait quand même si le modèle initiaire est exact. Ça reste que les switches vont finir par être endommagés au fil du temps. Ça, c'est indéniable. D'ailleurs, je pourrais aussi me permettre de glisser un mot. On peut observer aussi l'entropie aujourd'hui. On est en train de perdre nos dents de sagesse qui nous aidaient beaucoup à la mastication. On a le crâne un peu plus petit. Il y a aussi depuis, ça c'est les évolutionnistes qui le disent, là, depuis 2 millénaires, la taille du cerveau a diminué. C'est peut-être pas dû à des fonctions cérébrales. Peut-être que c'est parce que les évolutionnistes, eux, ce qu'ils disent, parce que j'ai étudié ces derniers temps le cas de Néandertal, parce qu'il y avait un plus gros cerveau, une plus grosse ossature. Je trouve ça étrange que pourtant les évolutionnistes disent que les Néandertals étaient idiots. On sait qu'ils sachaient, qui en sont vécus à l'âge de glace. Ils ont même réussi à faire de la colle. Colle, ils te font un niveau de culture et de cette sophistication quand même assez élevée pour faire de la colle. Pas intelligent. Et les évolutionnistes disent que le cerveau a diminué de taille pour qu'on devienne plus intelligent. Ça n'a pas de sens. C'est basé sur de la foi. On voit que les premiers hommes étaient forts, pouvaient vivre longtemps, 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 plus de 800 ans. Les patriarches, par exemple. On a des gens avec une ossature beaucoup plus lourde. Et c'est pas moi qui l'invente encore, c'est l'archéologie, c'est la science. Et les évolutionnistes, eux autres, ils ont normalement tout pour se complexifier. Mais comme j'ai vu sur création.com ces derniers jours, Néandertal est complet. Il y a un cerveau un petit peu plus gros, puis il montre un niveau d'intelligence puis de sophistication d'un homme normal, même voire supérieur. Au début, Et les représentations de l'homme de Néandertal, ça représentait des bêtes féroces, des brutes. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'ils ouais, sont comme les hommes modernes, et que beaucoup de gens ont dit qu'effectivement, s'il devait aller, admettons qu'il y avait un homme de Néandertal qui devrait aller dans le métro aujourd'hui, en fait, il attirerait pas l'attention.
C'est un homme Oui, c'est moderne vrai. et donc Et, fait que là, on voit que les mutations génétiques endommagent, je veux pas, au fil du temps, le corps humain, puis les switches épigénétiques, comme tu dis. La question, c'est de savoir quand quand est-ce que cette entreprise-là va pouvoir atteindre les fonctions cognitives. Mais ça, d'après moi, ça va se faire, ça se fera pas, parce que d'après moi, Dieu va probablement intervenir à ce moment-là. Mais là, la question que les évolutionnistes se posent en ce moment, c'est est-ce que cette matière en plus, cette matière grise en plus, est expliquée par une masse plus grande, ou c'est parce que ils étaient moins intelligents, puis ils vivaient, parce qu'ils disaient que la matière grise, le plus gros cerveau, une plus grosse ossature, ça pouvait être le résultat d'une exposition prolongée au froid. Encore là, que de la foi, ils essaient de trouver des explications alternatives, puis je ne peux pas leur en vouloir. C'est normal de vouloir défendre le modèle, mais là, on ne parle plus de science, là. On parle de foi. On parle d'explications totalement. Il n'y a aucun fait. L'évolution, on est supposé de se complexifier au fil du temps, mais non, on se complexifie pas, on se dégrade. On perd notre dent de sagesse, on perd aussi nos. Je crois que dans le poignet, il y a des tendons qui te permettent, comme moi je les ai, qui te permettent de prendre des objets plus durs. Il y a des gens je connais des gens qui n'en ont pas. Il y en a puis comme les évolutionnistes disent, cette fonction-là disparaît. Ensuite, on a moins de réflexes aussi. Je crois qu'on a perdu 0,3 secondes de réflexe environ, ce qui peut être vraiment important dans des situations d'urgence, comme de mort imminente. On se dégrade. Et la personne normale va vous dire oui, mais c'est normal, c'est l'effet de c'est l'effet de la civilisation, du sédentarisme. OK, je suis d'accord, mais là, on perd l'information, on n'évolue pas, il n'y a pas d'ajout d'information. Et c'est ça, que tu parlais de l'éleveur aveugle, en fait. J'ai beaucoup aimé que Darwin semblait dire que la nature pouvait passer d'elle-même, mais sans penser. En fait, on parle d'un éleveur l'éleveur, c'est la sélection, hein, qui élimine les plus faibles. C'est comme dans le temps de Darwin, on pensait que l'évolution, ce n'était que la sélection naturelle, mais là, tout le monde sait que maintenant, le modèle darwinien, le modèle de base n'est plus bon, il n'est plus d'actualité, puis ça, les évolutionnistes le savent, mais il y a encore cette mauvaise compréhension-là de penser que la nature peut penser inconsciemment en se dotant de capacités pour survivre. C'est totalement incompatible avec une. Je te laisse développer cette partie-là, que je crois que tu en connais un petit peu plus sur Darwin que moi. Moi, j'ai lu c'est la les perspective externaliste que Darwin a pensé, que la nature agirait un peu comme un éleveur. Hein, et en prenant les éleveurs de pigeons à l'époque, ils voyaient ce que ça faisait, s'ils étaient capables de sélectionner. Mais c'est vrai que le fait de sélectionner, de préférer, ça, ce sont des actions qui demandent un être conscient. Or, la nature est passive d'une certaine manière, elle n'est pas consciente, elle ne choisit pas, elle n'est pas capable de préférer. Et le terme Ouais, c'est sélection ça. naturelle, je renvoie les gens aux deux vidéos qui sont sorties récemment sur le sujet, parce que ça montre que même les évolutionnistes ne sont pas d'accord sur ce terme-là, et que c'est un terme trompeur en soi. Et voilà, pour comprendre, moi j'aime bien cette analogie de la voiture autonome de Google. Quand une voiture autonome est capable de se diriger sur la route toute seule, c'est parce qu'elle a un ensemble déjà d'équipements de haute technologie, elle a des capteurs et elle a une logique de programmation interne. Donc il y a des données en entrée, un traitement de programmation et ensuite une logique qui est en sortie. Et donc la voiture va être capable de s'arrêter quand il y a un feu, elle va être capable d'éviter d'autres obstacles, de tourner quand il faut tourner, d'éviter les accidents, etc. Pourquoi elle est capable de le faire? C'est pas la route qui a causé à la voiture de pouvoir s'arrêter, de pouvoir se diriger en sécurité. C'est pas la route, c'est pas les arbres, c'est pas du tout c'est même pas le bruit, c'est rien. C'est le fait qu'il y a de l'ingénierie qui a été mise dans cette voiture. Et c'est pareil pour les sous-marins, pour les avions. Tout ça, ce sont des technologies qui viennent imiter les animaux parce que les animaux sont sont des hautes technologies. Et, et en fait, comment on explique que les créatures peuvent varier ou peuvent s'adapter? Ben, c'est parce qu'il y a une programmation interne de ces créatures-là, à l'avance, en anticipation, même avec
des mécanismes qui existent avant qu'ils ne soient nécessaires. Et évidemment, la nature va pas savoir que dans 100 ans, une créature aura besoin de ça. La nature ne vient pas mouler les créatures, les changements viennent de l'intérieur des créatures. Donc ça, c'est notre modèle d'ingénierie, parce que nous, c'est ce qu'on propose en fait comme modèle en remplacement, bien sûr, du modèle darwinien qui a terminé sa course, qui a été prouvé faux par toutes les avancées technologiques qui montrent que tout est complexe. Et Darwin avait dit que si on pouvait prouver qu'effectivement les transitions sont très complexes, que la vie est très complexe, eh bien sa théorie ne marche pas. Et donc ce modèle CET, nous c'est ce qu'on propose, un modèle créationniste où Dieu crée des couples originels à la base. Il va créer donc un couple d'équidés, un couple de canins, un couple de félins, enfin tous ces animaux-là. Et à partir de ce premier couple de chiens sauvages, je peux dire, eh bien, il va y avoir plusieurs chiens qui vont dériver. Et c'est la même chose. C'est la même chose avec tous les animaux. On a un groupe d'équidés avec des chevaux sauvages, et après on va varier parce que Dieu demande aux créatures de peupler la terre. Donc effectivement, ça nécessite des capacités à varier, à s'adapter à certains environnements. Pareil, au début, doit avoir un couple d'éléphants sauvages, et donc on a un mammouth qui va se manifester dans des endroits froids, et dans des endroits chauds, ça va être des éléphants d'Afrique ou des choses comme ça. Mais on va pas passer d'un éléphant à un cochon ou d'un cochon à un éléphant. On va rester vraiment limité à ça. Et donc, le code génétique permet, oui. Voilà, le code génétique permet certaines choses, mais il permet pas tout. Ouais. C'est comme ça, je veux dire, même les généticiens le savent, parce qu'ils essaient de faire des coupes d'hybridation. Ça, c'est limite. C'est comme pour faire des fruits des plus gros, plus juteux, plus. Ça plus sucré, mais ça a une limite. Ouais, c'est pour ça, là. C'est comme les vaches. Quand on regarde aujourd'hui dans la nature, on voit pas d'évolution, clairement. On voit des disparitions d'espèces les unes derrière les autres. Et en fait, on voit que la plus grande variété de créatures sur Terre, elle a existé dès le début du registre fossile, en fait. Et plus on avance dans le temps, plus on perd, en fait. Ce qu'on voit, c'est la disparition, et on voit pas du tout de la création. On voit pas des choses. C'est sûr que l'homme n'est pas vraiment à la préservation de ces espèces-là, mais faut comprendre que c'est des espèces faut comprendre que c'est des espèces qui ont déjà subi tellement de spéciation, ils ne peuvent plus se réadapter. Parce qu'ils ont toutes les mutations, ils ont tous perdu leur code génétique pour s'adapter. Fait que l'humain, et avec son empreinte écologique, est venu un peu assassiner. On était un peu comme la sélection naturelle pour certaines espèces. C'est plate, mais ça reste que c'est vrai. Je veux dire, l'humain est venu briser cette fragilité-là qui déjà. Alors, dans certains cas, tu dis que voilà, on peut pas forcément. Enfin, il y a eu beaucoup de spéciations. Les créatures ne peuvent plus revenir en arrière d'une certaine manière. Mais dans certains cas, on voit que c'est possible. Hein, on commence à s'en rendre compte avec les phalènes de bouleau, les poissons cavernicoles. On voit effectivement, ou les poissons de Darwin, on voit qu'ils peuvent faire un changement d'un gros bec à un petit bec, d'un petit bec à un gros bec, et ça, c'est le système d'épigénétique. Donc, on est en train aussi d'avoir une compréhension qui se renouvelle, et même en tant que chrétien, parfois, on est très pollué par cette vision darwinienne. Pour pas que la vidéo soit trop longue, est-ce que tu aurais des mots de clôture là pour nos auditeurs, et sur le fait de donner une chance au modèle créationniste et au modèle biblique, en fait? Ouais. Je sais que, mais en fait, je vais juste conclure par une simplification de tout ce qu'on a dit un peu. Parce que c'est pas toujours évident de comprendre ce qu'est l'accélération naturelle. Mais on peut s'imaginer comme étant un élastique, hein? Mais l'élastique va avoir ses limites. Tu vas pouvoir l'étirer un maximum, mais au bout d'un moment, tu ne peux plus non plus l'étirer parce que son élasticité n'est pas faite pour ça. Et ça me fait rappeler justement au passion de Darwin, là. On parle moi j'appelle ça l'élastique génétique. Il y a justement la variation génétique de quelque chose qui existe déjà, mais ça c'est limite. On peut pas créer de nouvelles couleurs, on peut pas créer de nouvelles capacités avec de l'information génétique qu'on n'a pas. Et pour finir, je dirais que pour que l'évolution soit vraie, il faut. Non, excuse-moi, formuler, parce que oui, il y a de l'évolution,
Et comme je te dis, on lui a donné un terme différent. Je veux parler de l'évolution darwinienne. Pour que l'évolution darwinienne soit vraie, il faut impérativement un mécanisme qui crée de l'information génétique. Or, en conclusion, tout ce qu'on observe en ce moment, c'est du transfert d'informations génétiques, l'ajout d'informations génétiques, une réorganisation de l'information génétique, mais c'est toute de l'information existante. Or, il y a des mutations génétiques qui sont tous négatives, qui détruisent le génome et qui endommagent cette information génétique-là déjà existante. Je parlais de couple originel tout à l'heure. C'est justement ce que je disais. Les premiers couples ont été créés avec un code génétique riche, avec beaucoup de possibilités d'adaptation, de spéciation. Comme je te dis, aujourd'hui, c'est système tracking ou non. Parce que moi j'ai souvent tendance à sortir l'explication traditionnelle créationniste à force de spéciation successive, on perd de l'information. Mais t'as aussi quand même des suites génétiques de tout ça. Peu importe les deux modèles, l'entropie génétique est un fait. Ça se produit dans les deux modèles, que ce soit ICR ou les modèles traditionnels. Les mutations vont venir endommager le code génétique ou, comme tu dis, les fuites génétiques. Alors, le poisson, dans des grottes, ben, je veux dire, il n'a pas vraiment vécu de changement majeur, je crois. Puis, je crois qu'il n'y a pas eu peut-être à s'adapter ou à subir de mutations, parce que peut-être qu'il n'y a pas eu de changement dans son environnement tant que ça. Puis des fois, je me suis peut-être En un peu mal résumé, tu exprimé. crois à Adam et Ouais. Ève, toi. Ben oui, évidemment. Dans mes rêves historiques, hein, pas poétique. Faut faire la différence. Ok. Bon, bah écoute, sur ces paroles-là, on va s'arrêter. On aura l'occasion de refaire des vidéos avec William plus thématiques sur des sujets précis de l'évolution ou peut-être du déluge. Donc j'espère que ça peut vous aider son témoignage, que la création et le créationnisme l'a aidé à trouver Jésus, parce que ça met en cohérence le texte biblique, et donc on espère que ça puisse faire la même chose pour vous. Bye bye.